L'évidence oblige de dire que les phénomènes corruptifs sont partout, dans toutes les professions, à tous les endroits, et qu'il faut donc lutter contre ces phénomènes. Pire encore, il n'existe aucune statistique officielle permettant de refléter avec exactitude le nombre des trafics de stupéfiants reposant sur l'action de personnes corrompues. Cela signifie qu'aujourd'hui, nous ne sommes tout simplement pas en capacité de définir avec précision l'ampleur du phénomène de corruption, car il n'y a aucun outil global pour prendre en compte la corruption et sa place dans les trafics. C'est dire si le risque corruptif passe sous les radars de nos politiques publiques. Il fait pourtant peser une menace concrète sur la sécurité des personnels et agents qui y sont les plus exposés, puisque au-delà des moyens d'incitation financière qui existent pour les trafiquants, c'est bien souvent à force de menaces, de chantage, de violences physiques, de pression psychique, voire de torture, que la personne est corrompue et contrainte à participer au trafic. Or, et il faut que cela reste présent à l'esprit de tous, le risque corruptif n'épargne aujourd'hui personne ni aucune fonction. Il pèse tout particulièrement sur les agents exerçant des missions stratégiques au point d'entrée sur le territoire, à l'instar notamment des agents portuaires, mais également sur tous les fonctionnaires exerçant au sein d'administrations régaliennes. D'ailleurs, pour faire face à ce phénomène dont on peut redouter qu'il nous submerge, de quels moyens disposons-nous vraiment ? Les trafiquants, eux, bénéficient de capacités financières quasiment illimitées. On dit bien illimitées. Leur main-d'œuvre, cette chair à canon constituée bien souvent de mineurs facilement influençables, est très vite sacrifiée et tout aussi rapidement remplacée. Les capacités de nos forces de sûreté et de services judiciaires, quant à elles, ne sont manifestement pas à la hauteur, ni des enjeux de cette lutte contre le trafic, ni des moyens investis par les criminels. L'insuffisance d'effectifs, que ce soit au niveau enquêteur ou au niveau judiciaire, entrave l'efficacité des réponses aux organisations criminelles. Le manque d'enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le blanchiment limite les investigations pourtant essentielles pour frapper les trafiquants au portefeuille et leur confisquer le produit de leurs activités criminelles. Malgré la spécialisation judiciaire débutée en 2004 avec la création des juridictions interrégionales dites JIRS et parachevée en 2020 avec la création d'une juridiction à compétence nationale dite JUNALCO, qui traite le haut du spectre de la criminalité organisée, les magistrats ne disposent pas des moyens techniques et d'une équipe suffisamment renforcée pour instruire les dossiers dans des conditions et des délais satisfaisants. La création d'un parquet national anticriminalité organisée n'est qu'une solution en trempe-l'œil. Plutôt qu'une strate supplémentaire, il faut des effectifs. Devant ce déséquilibre manifeste entre les moyens des grandes organisations criminelles et ceux mis en œuvre à l'échelle étatique pour lutter contre leur expansion, la tentation est celle de mettre en œuvre des méthodes exceptionnelles adaptées à la guerre menée contre le narcotrafic. Pour traiter le développement du trafic de stupéfiants, c'est bien souvent cette logique qui l'emporte, ouvrant la voie à toutes les hostilités juridiques, la guerre contre le trafic, la menace que ce phénomène criminel caractérise pousse à armer le pays en le dotant d'un arsenal juridique démultiplié à la hauteur de cet affrontement et qui menace à son tour l'état de droit. La lutte contre le trafic de stupéfiants est aujourd'hui dirigée contre tous, indifféremment du degré d'implication de chacun. Sont ainsi visés le haut du spectre criminel, mais aussi les petites mains du trafic et enfin les consommateurs. Tous sont aujourd'hui considérés comme des criminels ou des complices du trafic. Et un clip récent du ministère de l'Intérieur montre d'ailleurs à quel point cette logique est à l'œuvre dans notre pays. Il est plus que temps de changer de méthode. Que ce soit à l'échelle internationale, européenne ou nationale, la réponse à la circulation toujours plus importante des produits stupéfiants est donc essentiellement répressive. Or, le constat de la mission d'information est sans appel. Cette approche répressive ne produit pas les résultats attendus, preuve des chiffres que nous avons annoncés en début de cette allocution. Elle n'a contribué ni à endiguer la demande, ni à faire baisser le trafic de stupéfiants qui ne cesse de s'accentuer. Les règlements de compte, de plus en plus visibles et médiatisés, font la fierté des clans mafieux qui les commanditent. La consommation de produits stupéfiants illicites, elle, ne recule pas. Et les risques sanitaires que le développement de l'usage de drogues toujours plus dangereuses font peser sur la population sont trop souvent occultés par la bataille menée contre les trafiquants. La répression du consommateur a également occulté des politiques publiques l'enjeu de la prévention, par la sensibilisation de la population sur les dangers sanitaires de ces substances et les problématiques liées au développement des conduites addictives. Les politiques de réduction des risques et de prévention de la consommation sont désinvesties au profit de la stigmatisation du consommateur. Il existe pourtant des politiques de prévention efficaces et qui ont fait leurs preuves en permettant d'orienter les usagers de produits stupéfiants vers des structures de soins et de prendre en charge leur addiction. Il nous faut une réponse médico-sociale. Investir dans ces politiques de prévention est déterminant pour réduire la demande de produits stupéfiants sur le territoire et ainsi lutter contre le trafic de ces substances. Plus encore, et c'est sans doute la conclusion la plus ambitieuse à laquelle nous sommes parvenus,
il nous est apparu urgent de changer de paradigme en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. Pour initier ce changement, la première étape indispensable est d'associer la population à la réflexion autour de l'encadrement de l'usage de produits stupéfiants, soit par le biais d'un débat public, soit par le biais d'un référendum. Qu'il s'agisse des politiques publiques en matière de prévention, de santé publique ou de sûreté publique, le plus efficace est toujours d'impliquer nos compatriotes dans les prises de décisions majeures qui les concernent. Pour ce qui concerne vos corapporteurs, nous avons estimé, après notre enquête, que la dépénalisation de la détention de produits stupéfiants en dessous d'un seuil de 3 grammes serait une étape importante pour déstigmatiser les consommateurs, faire de la prévention et concentrer l'action des forces de sûreté et des magistrats sur le démantèlement des trafics. Au Portugal, une réforme similaire à celle que nous proposons a été mise en place en raison d'une situation particulière liée à une consommation d'héroïne élevée. Cette réforme a permis de faire diminuer considérablement la consommation de cette drogue, d'améliorer la santé publique sur le sujet, de diminuer le nombre de morts. Mise en place par la gauche, elle n'a pas été remise en cause par la droite, preuve que son efficacité a convaincu largement au-delà des rangs de ceux qui l'avaient d'abord proposée. Elle a également convaincu vos corapporteurs. Enfin, la légalisation de la production, de la distribution et de la détention du cannabis que nous recommandons doit être associée à une prévention ciblée sur les mineurs et les personnes âgées de moins de 25 ans, dont la consommation de cannabis présente des risques sanitaires plus grands. L'objectif de santé publique doit guider la mise en œuvre de cette réforme. Le contrôle de la qualité des produits et l'accompagnement spécifique des consommateurs dépendants permet de réduire les risques. Dans le même esprit, le modèle que nous proposons exclut toute possibilité d'une publicité et de vente en ligne. La mise en place d'un marché légal avec des produits à prix attractifs doit aussi permettre de concurrencer le marché illégal et d'engager un transfert des consommateurs vers les produits légaux, ce qui en soi, et c'est là que c'est aussi intéressant, ce qui en soi constitue un enjeu, et ce n'est pas une politique si facile que cela à mettre en œuvre. Pardon. Il peut vous sembler, mes chers collègues, que le constat que nous dressons à l'issue de nos travaux est accablant. Nous ne ressentons pourtant aucun découragement à l'issue de nos travaux, car nous sommes convaincus de la pertinence et de l'efficacité des moyens d'action que nous avons mis en évidence au travers notamment des 46 recommandations communes que nous formulons. La lutte contre le trafic de stupéfiants appelle de la part des autorités publiques la mise en œuvre d'une politique ferme mais lucide. Les moyens de cette lutte doivent être prioritairement dirigés vers ceux qui en sont responsables au premier chef, les trafiquants eux-mêmes et spécifiquement les chefs de réseaux criminels et les agents du blanchiment de l'argent de la drogue. Les politiques publiques doivent être guidées par des impératifs d'efficacité qui commandent d'abandonner la vision trop souvent stéréotypée portée sur la consommation des produits de stupéfiants. Nous avons acquis la conviction que lutter contre le consommateur ne permettra pas, de manière isolée, d'endiguer durablement le trafic de stupéfiants. Être à la hauteur de ces enjeux implique de s'emparer du sujet du trafic de stupéfiants dans toutes ses dimensions. Les risques en matière de sécurité publique, la déstabilisation des institutions au travers de la montée en puissance du phénomène de la corruption, mais également le traitement inapproprié du consommateur. Trop souvent oublié dans le débat public, la prévention de la consommation des drogues est pourtant l'un des enjeux fondamentaux de la lutte contre le trafic et l'un des seuls moyens efficaces pour lutter contre la demande exponentielle de ces produits illicites. Le courage politique commande de traiter enfin le sujet de la consommation sans complaisance ni démagogie, en s'appuyant sur la réalité. Les politiques stigmatisantes à l'égard des consommateurs ont fait la preuve de leur inefficacité dès lors qu'elles n'ont pas empêché l'augmentation de la consommation ni mis un terme à l'accentuation de la menace que le trafic fait peser sur la sécurité et l'ordre public. Nous avons souhaité, à travers le rapport qui vous est présenté, explorer l'ensemble des pistes de réflexion que les personnes auditionnées nous ont soumises et comparer toutes les politiques publiques pouvant avoir un effet réel sur l'ampleur du trafic pour en mesurer l'efficacité sans préjugés ni opinions préconçues. Les recommandations que nous formulons sont le reflet de la stratégie globale que nous appelons de nos vœux pour améliorer l'efficacité de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Ces recommandations vont du niveau international avec l'investissement de la France dans l'ONUDC au niveau local avec le rétablissement d'une police de proximité. Elles insistent sur la prévention et la protection, prévention des usages, de l'entrée dans le trafic, de la corruption, protection des mineurs les plus vulnérables. Elles explorent chaque dimension de cette criminalité organisée sans épargner aucun pan. En particulier, la fermeté de la réponse à l'égard des trafiquants du haut du spectre ne doit pas occulter l'enjeu de la prévention à l'égard de ces substances. Elle invite aussi à sortir d'une stigmatisation des petites mains des trafics et à changer de logique sur le sujet en affirmant une chose simple, que l'évidence de nos auditions amène à souligner avec force, ceux qui sont au bas de l'échelle sont d'abord eux aussi les victimes d'un système d'exploitation capitaliste qui les fait souvent entrer dans le trafic par la ruse ou la manipulation et les contraint à y rester par la force ou la menace. Ici comme ailleurs, lutter
pour la sécurité, c'est lutter par le prisme de la prévention plutôt que par celui de la seule répression. Nous espérons que ce rapport marquera un tournant dans l'approche de la lutte contre le trafic et permettra de guider les réflexions à venir sur les initiatives législatives qui s'annoncent en la matière. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais immédiatement passer la parole à Michael Taverne pour le groupe Rassemblement National. Je rappelle que ce sont des prises de parole de 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La lutte contre le trafic de stupéfiants est un enjeu majeur, aussi bien au niveau national qu'à l'échelle internationale. La situation d'aujourd'hui nous démontre bel et bien que les différents gouvernements qui se sont succédés ont fait preuve d'incompétence, de laxisme et d'idéologie, pensant que la France serait à l'abri de tous les maux. Pourtant, avec cette passoire qui est l'Union européenne, qui fait les beaux jours des réseaux criminels, où les importations de drogue ne cessent d'augmenter, entraînant donc une hausse de la consommation, certains ont eu l'idée de baisser le nombre de policiers, de gendarmes, de douaniers, de baisser les crédits de la justice, de faire de la prison l'exception, tout en supprimant les fouilles dans les maisons d'arrêt et j'en passe. La France, par l'incompétence de ses dirigeants, a basculé dangereusement. Votre rapport reprend quelques mesures de bon sens défendues depuis des années par le Rassemblement national et Marine Le Pen, il vaut mieux tard que jamais. Par exemple, la généralisation des scanners dans les ports, les scanners corporels pour la détection des mules, ou encore l'évolution du cadre juridique dans les opérations d'arraisonnage des navires étrangers suspects. Par contre, à aucun moment vous n'évoquez la technique du dédouanement utilisée par les organisations criminelles et notamment un projet de dédouanement centralisé européen. Avez-vous donc des précisions à nous apporter ? Cependant, sans complexe, vous abordez la dépénalisation de certaines substances, notamment la cocaïne, on croit rêver, et la légalisation du cannabis avec la même possibilité d'en cultiver chez soi. Bon, entre deux rapporteurs, l'un insoumis, l'autre macroniste de gauche, qui est pour la légalisation du cannabis, qui est contre les peines planchées et qui refuse l'expulsion des délinquants étrangers, j'avoue ne pas être surpris. Mais pire, vous vous couchez face aux criminels qui s'adapteront, qui continueront de prospérer et qui se diversifieront. Penser que la légalisation et la dépénalisation feraient reculer le trafic est une utopie, comme l'indiquent des policiers de police judiciaire. Dans les pays qui ont légalisé, par exemple l'Uruguay et certains États américains, on constate deux choses. La hausse de la consommation chez les jeunes et le marché illicite qui n'a pas diminué. Les Français n'ont donc rien à attendre de vous, à part une énième soumission, moins de prison et plus de drogue, quel rêve. Avec Marine Le Pen, nous aurons le courage de faire ce que nous disons dans l'intérêt de la France et des Français. La légalisation et la dépénalisation des drogues ne feront qu'accentuer le problème, alors vraiment, non merci. Merci. Roland Lescure pour le groupe EPR. Oui, très rapidement. Merci, Monsieur le Président, et merci aux deux rapporteurs d'avoir fait un travail extrêmement complet. Je ne suis pas en accord avec toutes les préconisations, loin de là, mais je trouve que le travail est bien fait et suit en cela une mission d'information à plusieurs commissions qui avaient été lancées dans le mandat 2017-2022, qui avait déjà, notamment avec Éric Pouliat, vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, mais aussi Jean-Baptiste Moreau, qui lui aussi, ou lui non plus, n'est plus parmi nous, avait fait un travail, je pense, exceptionnel, couvrant l'ensemble des défis de la gestion de ce défi majeur qui, au fond, nous concerne tous et toutes. Je pense que personne autour de cette table ou dans cette salle n'est pour, évidemment, la consommation à outrance de toutes les drogues, quelles qu'elles soient. Mais étant moi-même élu d'une circonscription dans laquelle, aux États-Unis, 38 États ont légalisé le cannabis d'une manière ou d'une autre, soit récréatif, soit thérapeutique, et le Canada qui, lui, a légalisé, mais avec des approches différentes suivant les provinces, je pense que je bénéficie d'un laboratoire d'expérience assez intéressant. La légalisation s'est traduite, ça a été dit d'ailleurs par notre collègue, dans certains États américains, au fond par un échec, avec une banalisation de la consommation du cannabis récréatif et une consommation qui, loin de régresser, a même monté, et avec par ailleurs des impacts parfois même positifs au sens bénéficiaire au crime organisé. Mais d'autres expériences sont bien plus intéressantes à mon avis à suivre, et notamment celle du Québec où j'ai vécu pendant longtemps, où la légalisation s'est faite de manière très encadrée, avec une mainmise de l'État sur tous les niveaux de la production, de la transformation et de la distribution, des prix encadrés, un encadrement de la sensibilisation évidemment des jeunes consommateurs qu'il faut à tout prix protéger, une majorité portée à 21 ans pour la consommation. Avec tout ça, on a aujourd'hui une province du Québec dans laquelle la consommation n'a pas augmenté, elle a même un peu diminué. La part de marché du crime organisé s'est effondrée. On a aujourd'hui plus de 60% du cannabis qui est en fait aux mains de l'État et des taux de THC, puisque c'est souvent ce qui est reproché, qui ont plutôt été en diminution. Et évidemment, un cannabis légal qui, lui, maintient les taux de THC en dessous de niveaux dangereux. Donc vraiment merci aux rapporteurs pour ce travail. J'engage vraiment à regarder ce qui se fait
dans certains États où ça a été un vrai succès. Roger Vico pour le groupe socialiste et apparenté. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour féliciter les co-rapporteurs pour ce travail de très grande qualité qui, par certains aspects, est complémentaire du rapport de nos collègues Durin et Blanc, hein, notamment parce que le rapport Durin-Blanc n'aborde pas volontairement la question de la consommation. Et au moins, faites-vous un certain nombre de propositions autour de la consommation, du phénomène de consommation, et puis surtout autour des politiques de prévention. Alors ensuite, tout comme notre collègue Lescure, je ne partage pas toutes les mesures, notamment par exemple le fait de soumettre la question de la légalisation à un référendum, des questions aussi complexes, je ne pense pas qu'on puisse y répondre par oui ou non d'un coup d'un seul. Donc c'est une des propositions sur laquelle je suis en désaccord. Moment intéressant dans votre rapport, c'est toute la question du parquet national. On voit bien que les avis sont loin d'être tranchés finalement, hein. Ils sont très partagés. Ce qui m'a marqué dans cette partie-là de notre travail, c'est que ceux qui se différencient sur la nécessité ou pas d'un parquet national mettent l'accent sur le fait que les affaires locales doivent être traitées localement. Or, moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a plus d'affaires locales. Je vais vous donner un petit exemple très, très précis. Lillois, puisque je suis élu de Lille, on constate très récemment, depuis quelques mois, qu'un certain nombre de gamins, les choufs qui viennent surveiller, sont importés, prêtés pendant quelques semaines aux dealers lillois, et ils viennent de Paris, voire même d'au-delà, puisqu'on a réussi à identifier des jeunes qui venaient de Marseille. Vous voyez que les interconnexions et la manière dont ce trafic s'organise font que la dimension locale, me semble-t-il, mais je ne suis pas un spécialiste, semble de moins en moins importante. Et puis, il me reste 10 secondes. Je voudrais vérifier un chiffre qui m'a étonné, puisque vous expliquez que la production c'est page 14, hein, la production de cocaïne pure en 2022, c'est 2757 tonnes. Et vous indiquez que les saisies sont de 2056 tonnes. Ce qui veut dire que 75% de la production est saisie. J'aurais juste une vérification sur ce chiffre. 74,57 pour être précis. Alors, Éric Martineau pour le groupe Les Démocrates. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'avoue ne pas être le spécialiste du sujet, mais c'est vrai que d'en parler, ça permet au moins d'ouvrir un débat. Moi, j'aimerais poser une question à nos rapporteurs, et je vous remercie pour le travail que vous avez fait, sur les conséquences et les dommages collatéraux quand même. Parce que légaliser, dépénaliser, c'est peut-être aussi reconnaître, admettre. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en tant que simple concitoyen, lorsque je croise quelqu'un sur la route, la personne en face, si elle me rentre dedans parce qu'elle est sous produits stupéfiants, mais donc légalisé, dépénalisé, est-ce que je suis... est-ce que la loi me protège? Est-ce que... ça, je serais vraiment curieux de le savoir, et d'autant plus en tant que chef d'entreprise, puisque si ces produits sont légalisés, dépénalisés, eh bien, est-ce que ces personnes qui en utilisent, ne mettent pas aussi la vie en jeu de leurs collègues de travail? J'ai vécu des expériences dans ma vie professionnelle en ce sens où, en tant que chef d'entreprise, des accidents de travail étaient liés à de la consommation de cannabis. Et donc, si on légalise, quelle est la responsabilité du chef d'entreprise? Je vous remercie. Merci. Et enfin, Naïma Mouchou pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, j'ai pris connaissance avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention votre pré-rapport, très documenté, mais je n'en partage pas les conclusions, que je trouve d'ailleurs dangereuses. Je partage l'état des lieux objectif que vous faites de la situation du trafic de stupéfiants, c'est vrai. Les règlements de compte, la violence, la pression qui est exercée sur certains agents, c'est vrai, ce sont des réalités. La logique financière, bien sûr, très lucrative. Mais on voit bien le biais idéologique qui repose sur ce rapport en faveur de la légalisation du cannabis. Et nous y sommes opposés. Pourquoi ? Premier point, vous nous dites le tout répressif n'a pas fonctionné. Mais vous ne faites pas la démonstration rigoureuse que ça n'a pas fonctionné. La corrélation n'étant pas la causalité. Est-ce que la persistance de ce trafic est liée au fait que la répression n'est pas suffisante, ou est-ce qu'elle est liée au fait qu'elle n'est pas suffisamment appliquée? Ça n'est pas la même chose. Vous avez fait du droit comparé dans ce rapport, c'est important. Je vois qu'en Suède, par exemple, où il y a une approche relativement stricte
de la loi pénale sur le sujet, eh bien en Suède, il y a moins de consommation qu'en France. Premier point. Deuxième point, à l'inverse, quand vous dites que la légalisation peut être un outil de contrôle, eh bien on constate que là où le cannabis a été légalisé, prenons l'exemple du Canada et des États-Unis. Je ne suis pas d'accord avec les conclusions, ou plutôt la démonstration qui a été faite par mon collègue vice-président Roland Lescure. Au Canada et aux États-Unis, on constate que la consommation chez les jeunes a explosé, y compris chez les mineurs, en dépit des interdictions faites aux majeurs de moins de 21 ans ou de 18 ans. On constate que le marché noir persiste. On constate que les organisations criminelles se sont diversifiées et qu'elles ont désormais des filières dans des domaines, je ne sais pas s'ils sont bien plus graves, mais enfin au moins autant graves. Trafic de cocaïne, trafic d'héroïne, proxénétisme, extorsion. Ce ne sont pas des sujets anodins. Troisième point, sur l'aspect économique. Vous mettez en avant la fiscalisation et l'argent que ça rapporterait pour l'État, c'est vrai, mais vous oubliez les coûts sanitaires et sociaux exorbitants de la légalisation. On sait très bien l'impact des effets délétères de la consommation de cannabis, notamment chez les jeunes, des troubles cognitifs, des troubles psychologiques, des hospitalisations. Tout ceci coûte des milliards. Les polyconsommations, quand on consomme du cannabis, on est enclin à consommer d'autres choses. C'est désastreux. C'est désastreux en termes de messages envoyés aux familles, aux victimes de la drogue, aux enfants. Et donc, je vous demande comment est-ce que vous justifiez cette prise de risque pour le pays. Présidente, je vais tout de suite passer la parole à Pascal Borde, puis ensuite Yohann Gillet. Et nous en aurons terminé. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour ce qui me concerne, je ne féliciterai pas les rapporteurs pour ce rapport dont je partage les constats, mais je suis en totale opposition concernant la proposition faite de légaliser le cannabis, qui est vécu comme une véritable provocation par les associations de victimes d'accidents de la route dont les proches ont eu le malheur de croiser un jour quelqu'un qui était sous l'emprise de cannabis, par exemple. Vous voulez légaliser le cannabis alors que les exemples que vous avez pris ont tous démontré que la légalisation avait créé une amplification de l'offre et de fait avait généré une augmentation importante de la consommation. Dès lors, la légalisation n'a non seulement pas asséché le marché illégal, lequel s'est transformé. Nous avons donc désormais deux marchés, le légal, l'illégal, et l'illégal a également pris de l'ampleur, avec notamment la multiplication des drogues de synthèse. C'est un véritable échec. Les problèmes ont donc non seulement perduré, mais se sont amplifiés. Santé, sécurité routière, délinquance. À cet égard, une étude qui a été menée en Ontario a révélé une augmentation de 475% des visites aux urgences pour des blessures liées à des accidents de la route impliquant le cannabis depuis la légalisation du cannabis en Ontario. Une étude menée en 2023, c'est pas vieux, par des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique a, elle, démontré que le nombre de Canadiens qui prennent la route après avoir consommé du cannabis a doublé depuis la légalisation. Vous ne faites pas état de cela dans votre rapport. Pourtant, les victimes de ces personnes qui consomment du cannabis sont nombreuses et elles méritent notre attention. Nous avons les victimes, effectivement, d'un accident qui ont eu le malheur de croiser la route de quelqu'un qui a consommé du cannabis. Plus récemment, nous avons cette jeune collégienne morte il y a quelques jours dans un bus scolaire dont le conducteur avait consommé du cannabis et avait néanmoins fait le choix de conduire au péril de la vie des enfants dont il avait la charge. Ce sont des drames que vous voulez voir multipliés avec la légalisation du cannabis. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Dans votre rapport, il n'y a point de compassion pour les victimes, leurs familles. Vous ne vous intéressez qu'aux toxicomanes délinquants. Et vous indiquez que nous avons tout essayé et que le tout répressif ne marche pas. Mais tout de même, le tout répressif, vous parlez de l'amende forfaitaire délictuelle de 200 € qui n'est recouvrée que dans 30% des cas. C'est ça le tout répressif. On a réellement atteint le fond avec ça. Et je ne sais pas quel but vous poursuivez, c'est ma question, avec cette vieille antienne gauchiste. Merci. Yohann Gillet. Merci Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. La France est gangrénée par le narcotrafic et ce fléau qui fut un temps cantonné à certaines grandes villes, à certains quartiers de ces grandes villes, s'est étendu sur l'ensemble du territoire. Et les villes moyennes, les petites villes et rurales également, eh bien, malheureusement, sont également concernés aujourd'hui. L'explosion simultanée de l'offre et la demande et le manque de volonté politique de mettre fin à ce fléau a transformé notre pays en un marché ouvert où la drogue circule facilement et la violence qui en découle s'installe durablement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2024, nos forces de l'ordre, police, gendarmerie, douane, marine nationale, ont par exemple saisi plus de 53 tonnes de cocaïne, soit une augmentation de 130% en un an. Le port du Havre et les Outre-mer sont devenus des plaques tournantes d'une criminalité organisée, toujours plus audacieuse, alimentée par une production mondiale qui atteint des sommets. Et derrière ces chiffres, il y a une réalité brutale. La violence des réseaux de narcotrafiquants est sans limite.
sans conscience et sans morale. L'Office central de lutte contre la criminalité organisée l'affirme, 80 à 90% des règlements de compte, des meurtres, des tentatives de meurtre sont liés à ces trafics. Alors, l'exemple de la ville de Nîmes, par exemple, commune de ma circonscription, en est l'illustration. Les quartiers de Pisevin, Val-de-Gour, Chemin-Bas, Mas-de-Ville, Clos-d'Orville, les Jonquilles, mais aussi les autres quartiers et même le centre-ville et les zones pavillonnaires, tous subissent les règlements de compte en pleine rue et parfois même des exécutions. Et les habitants de ces quartiers ont peur, ils déménagent quand ils le peuvent. Et on y a même vu une école, par exemple, se barricader avec des grilles anti-fusillade de 3 mètres de haut. Alors, face à cette situation inacceptable, les pouvoirs publics restent passifs, c'est un constat. Les opérations Place Net XXL du précédent ministre de l'Intérieur n'ont rien changé. Nîmes aussi a eu le droit à son coup de com' XXL, évidemment sans résultat. Alors, chers collègues, si votre rapport fait certains constats que l'on peut partager, il y a aussi de grosses anomalies dans ce rapport. Mes collègues l'ont dit, votre proposition de légaliser ou dépénaliser certaines substances est une erreur et serait particulièrement dangereuse. Quant à vos propos, monsieur Léaumont, précisant qu'il ne faut pas, je cite, stigmatiser les petites mains des trafics, ils sont à l'image de votre mouvement politique. Vous dites aussi que le tout répressif ne fonctionne pas, et j'en conclus, et qu'il faut donc changer de politique en la matière. C'est là notre différence. Le tout répressif est nécessaire, mais vous ne pouvez pas dire qu'il ne fonctionne pas, car nous ne l'avons jamais essayé. Merci. Messieurs les rapporteurs, je vous propose donc d'apporter vos réponses aux questions et aux remarques qui ont été faites. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais commencer remercier nos collègues du Rassemblement national pour ce moment. Rien d'étonnant sur le fait qu'on soit totalement en désaccord. La seule différence, c'est que nous ne portons aucune idéologie. Je n'ai pas parlé ici du président de la République ou du président de mon parti, ce que vous avez fait à plusieurs reprises en parlant de votre présidente de groupe parlementaire. Et je crois qu'on ne peut pas dire qu'Antoine Léaumont et moi-même soyons très proches idéologiquement. Je pense que politiquement, ça s'est vu à plusieurs reprises et on l'a su le démontrer. Et puis si vous parlez d'idéologie, nous ne faisons que rappeler des faits dans ce rapport. Êtes-vous en train de nous dire que les agents de police, de gendarmerie, de douane et de différentes juridictions que nous avons pu auditionner sont aussi dans l'idéologie ? C'est assez intéressant de voir que vous ne parlez que d'une seule de nos propositions sur les 60 que nous faisons. Donc alors, ça veut dire que la majorité des propositions que nous faisons vont dans le bon sens. Et c'est une manière de féliciter notre travail et nous vous en remercions. Pour revenir juste sur un point, nous faisons que des préconisations. On ne dit pas que c'est ce qui doit absolument se faire. C'est une vision suite à un état des lieux. C'est le cas sur la cocaïne, c'est le cas sur le cannabis. Il y a eu différents rapports. Il y a des études techniques et scientifiques. Vous avez raison, on n'a jamais dit que ce n'était pas dangereux. D'ailleurs, on l'a dit dans notre propos devant vous encore cet après-midi. Mais c'est la même chose pour l'alcool. Et il y a des règles qui s'appliquent aussi sur la consommation d'alcool dans notre pays. C'est interdit de consommer sur son lieu de travail. C'est interdit de consommer avant de prendre la voiture. C'est interdit pour différentes raisons. Et c'est dans le cadre de la protection des autres, d'autrui et de santé publique. Notre seul objectif avec ce rapport, c'est de faire un état des lieux complet de la politique. On a évalué la politique de lutte contre les stupéfiants dans notre pays. On en rend compte. À partir de là, on fait des propositions qui peuvent convenir et ne pas convenir. Et nous comprenons que toutes les propositions que nous faisons ne peuvent pas convenir à tout le monde. Il y a un besoin dans notre pays peut-être de changer de paradigme. Nous proposons une manière de faire différemment. Le Sénat a proposé quelque chose de différent aussi, et d'ailleurs nous en parlons, nous valorisons le travail de nos collègues sénateurs. C'est important de rappeler aussi dans ce rapport ce qui a été fait par les parlementaires nationaux depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et je peux vous assurer que quand on parle avec les responsables d'Europol, d'Eurojust, ou alors, comme Antoine le disait très bien, de l'ONUDC, qui œuvrent au niveau international, la majorité d'entre eux disent tous la même chose, c'est que malheureusement, toutes ces politiques ne sont pas suffisantes en l'état. Et même quand on se donne les moyens, certains pays ont envoyé l'armée, ils sont toujours gangrénés par les narcotrafiquants parce que la puissance financière, et pour répondre à notre collègue Roger Vico, quand on achète 1 kilo de cocaïne aujourd'hui au Suriname, on le paye 3 000 €. Il a traversé l'Atlantique, il a fait x10. Quand on l'a acheté, il est pur à plus de 90%. Il va être coupé au moins 4 fois. Donc voilà pourquoi le tonnage est un peu différent aussi. Et une fois qu'il sera revendu sur le territoire national, il va encore faire x10. Voilà pourquoi ils sont prêts parfois à perdre 75 ou 90% de la cargaison, parce que quoi qu'il arrive, ils gagneront de l'argent et ils ont une avance monumentale face à nous, parce que le haut du spectre n'est jamais suffisamment inquiété, parce que le blanchiment d'argent n'est pas mis en haut des politiques publiques pour lutter correctement contre le blanchiment d'argent, et on a un phénomène de corruption qui est malheureusement pas valorisé par tout le monde. Bon, d'abord, je vous remercie pour vos questions, les plus piquantes comme les plus ouvertes. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quoi qu'on fasse, je veux dire, on pourra choper la quantité de cocaïne, de cannabis, de ce que vous voulez sur le territoire national.
tout ça est inefficace pour faire perdre de l'argent aux trafiquants. Inefficace pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en particulier parce que les trafiquants ont multiplié les routes, aujourd'hui, quand une partie de la substance, et notamment de la cocaïne, arrive sur notre sol, en réalité, les trafiquants sont déjà rentrés dans leurs frais. Donc, ce qu'on vient faire sur le territoire national quand on récupère une partie de la cargaison, ce qu'il faut continuer à faire, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter, au contraire, je dis qu'il faut mettre les moyens aux bons endroits pour la récupérer de manière plus efficace. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire l'affaiblissement des trafics, ça ne marche pas. Donc, nous, ce qu'on a essayé de voir, c'est comment on fait pour lutter effectivement contre les trafics. Et les trafics, si on veut bien s'en souvenir, c'est un marché. Il y a donc une demande et une offre. L'offre est croissante et la demande est aussi croissante, en particulier parce qu'il y a une offre qui vient la remplir. Soit on se dit, lutter contre l'offre, ça va suffire, et lutter contre la demande par la répression, ça va suffire, et à ce compte-là, on continue comme on a fait jusqu'à présent. Mais moi, je considère que ça ne marche pas. Soit on essaye de changer de méthode, et c'est justement ce qu'on propose avec M. Mendes. Changer de méthode comment? Il y a d'abord la question du niveau international, dont on a peu parlé ici, parce qu'évidemment, ce n'est pas les propositions les plus intéressantes. Mais par exemple, moi, j'ai été outré de découvrir que la France participe à une instance internationale qui s'appelle l'ONUDC, qui est spécialiste dans la lutte contre le trafic de drogue. Elle participe à hauteur de combien, s'il vous plaît? 200 000 €. La participation de la France à l'agence de l'ONU qui est censée lutter contre le trafic de stupéfiants au niveau international, 200 000 €. Bravo, on est la 6e puissance économique du monde, on pourrait peut-être mettre un petit peu plus d'argent, par exemple, pour aider les Colombiens à lutter contre la production de coca. Ça pourrait être une manière, effectivement, de faire baisser la production. Comment? En faisant des politiques qui sont des politiques de changement d'agriculture. Et il y a par exemple des entreprises françaises qui participent à ça, comme Malongo, qui participent à ce travail-là. C'est intéressant, on pourrait peut-être s'intéresser à ça comme méthode. Ensuite, sur le transfert, le trafic, le transbahutement de la cocaïne et de la drogue d'une manière générale à l'échelle du monde. Il y a des moyens qu'on propose, avec des moyens de contrôle renforcés dans les ports, avec des moyens de lutte contre la corruption, avec aussi des moyens de lutte contre le blanchiment pour essayer de taper au portefeuille les trafiquants. Mais si on ne prend pas en compte la question de la consommation, on n'y arrivera pas. Et si on prend en compte la question de la consommation par le biais de la répression, on a le résultat sous les yeux. Les logiques de répression sont déjà en œuvre et elles n'ont pas réussi à faire baisser la consommation. Moi, je ne suis pas en train de vous dire « youpi, vive la consommation », je suis en train de vous dire l'inverse. Moi, faire ce rapport, ça m'a fait prendre conscience du problème posé en France par les drogues d'une manière générale et en particulier par l'alcool. D'accord ? Moi, je me suis rendu compte en faisant ce rapport que l'alcool est une des drogues les plus dangereuses et alors tout le monde considère que c'est normal de boire de l'alcool, ça fait partie de la culture après tout, et puis d'abord on est des producteurs de vin, donc... mais justement, comment a-t-on réussi jusqu'à présent à faire baisser la consommation d'alcool ? Par des politiques de prévention. Est-ce qu'on a interdit l'alcool? Non. Là où ça a été mis en place, l'interdiction et la prohibition de l'alcool, on a eu des résultats désastreux aux États-Unis quand ça a été mis en place. Peut-être est-il temps de s'interroger sur les méthodes qui sont mises en œuvre. Et je vais vous dire, il y a des bonnes nouvelles en fait, qui sont jamais mises en avant. Il y a une baisse de la consommation des drogues d'une manière générale chez les plus jeunes. D'où ça vient la baisse de la consommation de drogue chez les plus jeunes? Précisément, en partie, de politiques de prévention, mais qui ne sont pas mises en œuvre par l'État, qui sont mises en œuvre par les influenceurs qui disent que pour faire du sport, il vaut mieux pas être drogué et qu'il vaut mieux pas boire d'alcool. Et je trouve que c'est des bons messages de prévention. Mais justement, c'est ça, en fait, l'inversement de la logique que nous vous proposons dans ce rapport. En tout cas, on le propose comme une solution à laquelle nous, on est arrivé. Que nous disent les addictologues? Ils nous disent que la stigmatisation ne fonctionne pas. Pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce que les gens qui sont dépendants des drogues ne vont pas aller vers des parcours de soins et ils vont donc rester dans leur consommation excessive de drogue. Et par ailleurs, il y a une question qui est posée sur ce qu'on appelle les usages simples, qui sont les gens qui vont avoir des usages de ces drogues, qui ne sont pas dépendants de ces drogues, mais qui sont des consommateurs de ces drogues-là. Et il y a là aussi des politiques de prévention à faire. Le risque majeur qui vient devant notre pays, c'est la consommation du fentanyl. Le jour où le fentanyl arrive sur le territoire de la République française de manière aussi massive qu'il est arrivé aux États-Unis d'Amérique, je préfère qu'on ait dit aux gens « Attention, si jamais tu prends un rail de coke, tu risques de mourir », je préfère qu'on leur dise ça, plutôt qu'on leur montre des doudous enflammés qui disent qu'ils vont être solidaires du trafic de stupéfiants. Ça n'est pas efficace. Les gens qui achètent des drogues sont bien au courant du fait qu'ils sont en train d'enrichir des trafics. Ça ne marche pas de faire comme ça. Peut-être qu'on peut essayer d'autres méthodes, et notamment des méthodes qui sont celles qui sont portées par les scientifiques.
Donc plusieurs éléments je pense avoir répondu à un certain nombre de questions. Monsieur Martineau, du coup, Monsieur Mendes vous a répondu. En fait, il ne s'agit pas d'inciter à la consommation de drogue, c'est l'inverse. Il s'agit justement de faire des politiques de prévention. Et puis il y a des règles qui sont évidemment mises en œuvre pour essayer pour ne pas avoir d'effet de bord. Je dis une dernière chose, et je vois que le président me fait signe de me presser. Mais je dis une dernière chose pour essayer de mettre bien les choses au carré. Ça n'est pas facile de faire une légalisation réussie du cannabis. C'est pas genre on légalise le cannabis et poum, problème réglé. C'est ce qu'a très bien dit Monsieur Lescure. Il y a un modèle que moi je trouve est un modèle qui fonctionne, qui est le modèle québécois. Et je partage ce que dit Monsieur Lescure. Et c'est d'ailleurs un point de désaccord qu'on a avec Monsieur Mendes. On est d'accord sur la légalisation, on n'est pas d'accord sur le modèle. Moi, je suis sur un modèle très étatiste. Pourquoi ? Parce que je considère que ce qui doit prévaloir, c'est la question de la santé publique et de la sécurité publique. Et précisément, je pense qu'il est plus efficace de faire des politiques de prévention sous contrôle d'État et aussi de la vente sous contrôle d'État, parce que justement, on peut mettre en place des règles qui sont des règles assez strictes en matière de prévention et de protection des mineurs notamment, compte tenu du fait que la consommation de cannabis est particulièrement dangereuse avant l'âge de 25 ans et peut déclencher notamment un certain nombre de troubles. Et je voudrais m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit par le Rassemblement national notamment. Justement, le modèle québécois, il a ceci d'intéressant, qu'il a réussi, après une petite hausse de la consommation, à provoquer in fine une baisse de la consommation, une sortie pour l'essentiel du marché noir, pas totalement, mais c'est pour ça que c'est difficile de faire une légalisation réussie. C'est parce qu'il faut réussir à être attractif sur le prix, attractif sur le taux de THC aussi. Il faut réussir à avoir une implantation qui est une implantation partout en même temps, parce que sinon, vous n'y arrivez pas. Et précisément, c'est ça qui est difficile. C'est de répondre au marché pour ensuite faire des politiques qui sont des politiques de prévention. Mais je signale que nous utilisons des moyens de police et de justice qui sont considérables pour faire de la politique de répression. Et peut-être qu'on pourrait les utiliser à des manières plus efficaces en tapant le haut du spectre plutôt que les consommateurs et le bas du spectre. Je vous remercie pour cette présentation. Nous allons donc... alors, nous avons très peu de temps. Sébastien Huyghe, je vous en prie. Mais vraiment, nous devons voter. Nous avons une commission à l'article 88 et encore des rapporteurs à désigner. Je vous en prie. Moi, je voulais simplement dire qu'il y avait un certain nombre de propositions qui sont très intéressantes dans ce rapport, mais que vous ne pouviez pas, en tant que politique averti, ignorer qu'en faisant cette proposition de la dépénalisation du cannabis... toutes ces propositions seraient cannibalisées, si je puis dire, par celle-là, qui est assez retentissante et pour moi assez choquante, à un moment où la lutte contre le narcotrafic prend un tournant si important dans notre pays, avec le nombre de morts que nous avons à développer sur ce sujet. Et finalement... moi, je trouve assez irresponsable, voire de la provocation, excusez-moi de le dire, que de faire cette proposition, parce que finalement, le message qui est envoyé à notre population, à nos jeunes, c'est que finalement, la consommation de cannabis, c'est pas si mal que ça, puisque on pourrait même le légaliser. Donc, ça va à l'inverse de tous les messages qui, me semble-t-il, doivent être envoyés à notre justice. Et je partage les mots de notre ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui disait ce matin que faire la proposition de légalisation du cannabis, c'est un discours de défaite. Et alors qu'à un moment où on doit muscler notre arsenal pour lutter contre à la fois les narcotrafics et la consommation de drogue, de toutes les drogues. Je rappelle que le cannabis fait des ravages sur le cerveau de nos jeunes et de nos moins jeunes, et qu'il est bien souvent un premier pas vers d'autres types de drogues qui sont plus dures. Moi, je me battrai de toutes mes forces pour que cette proposition de légalisation n'arrive pas dans notre pays. Je pense que nous le devons à nos concitoyens, aux enfants, aux jeunes de nos concitoyens, et je garde en mémoire ces parents que j'ai reçus, un certain nombre de parents que j'ai reçus qui étaient complètement désemparés contre la situation mentale de leurs enfants dont le cerveau était brûlé par la drogue. Ok, merci. Donc je vous rappelle que nous allons voter en application de l'article 145 du règlement l'autorisation de publication du rapport. Ça ne vaut pas autorisation de ces propositions. Qui est pour la publication du rapport ? Qui est contre ?
Donc, il sera publié. Je vous remercie.